Salut, c'est Maxence et bienvenue dans 24 of 24. Aujourd'hui, je reçois Pierre, vainqueur de plusieurs concours d'éloquence et créateur de contenu autour des arts de la parole. Salut Pierre. Salut Maxence. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va super, je suis hyper content de t'avoir dans le podcast. Bah également. On a à peu près 1 heure ensemble et l'idée c'est de comprendre un petit peu quel est ton parcours et tout ce que tu as fait cette année. Et j'aime bien commencer le podcast par la même question pour tous mes invités, qui est quel a été toi ton meilleur souvenir de l'année 2024? Mon meilleur souvenir de l'année 2024, il est très récent. C'était le 1er décembre dernier. On faisait l'avant-première du film qu'on a créé avec mon associé qui s'appelle Elliot Noy, qui s'appelle Le Premier Mot. Et c'est un film qui retraçait l'histoire d'un concours d'éloquence qu'on a imaginé au mois de janvier. Et donc en fait, c'est vraiment une année entière d'un projet qui a trouvé son terme là en décembre, de la conception du concours à la réalisation du concours, sa production, et puis ensuite la conception du film et la réalisation du film. Et donc c'est une année entière qui est venue se terminer. Une année de projet autour de la prise de parole. Et je trouve que c'était un très beau point final à tout ce que j'ai fait pendant 12 mois en 2024. Trop bien, on va reparler du prix Cyrano et puis du film. Si on rembobine un petit peu, je suis curieux de remonter à la genèse un petit peu de l'éloquence pour toi. Je crois qu'un point marquant pour toi, ça a été le concours d'éloquence d'HEC en 2021 que tu as remporté. Est-ce que tu peux me parler de ce concours-là? J'ai fait une école de commerce, donc HEC. Ouais. Quand j'étais en prépa ou au lycée avant, je regardais beaucoup les vidéos de ce concours-là d'éloquence. Je trouvais que les gens étaient super forts, super drôles. Et donc, quand je suis arrivé en école de commerce, on a beaucoup de temps, pas toujours beaucoup de choses à faire. Et il y avait un concours d'éloquence, donc je me suis dit, tiens, faisons ce concours d'éloquence. Au pire, ça occupera un peu mes journées. Ouais. Et il se trouve que je l'ai gagné. Je n'avais pas trop imaginé ça ou prévu ça. Je me prédestinais pas forcément à gagner des concours d'éloquence. Tu vois, j'ai pas une carrière incroyable, un charisme naturel formidable. Je suis pas très grand, j'ai pas la voix qui porte. Enfin, tu vois, j'ai pas les caractéristiques un peu innées dont on imagine qu'elles sont fondamentales pour être bon dans un concours d'éloquence. Ouais. Et en fait, si. Parce qu'il y a d'autres choses qui font qu'une parole est éloquente, l'écriture notamment. Et donc, je me suis vraiment épanoui dans ça, dans le concours d'HEC que j'ai gagné. Et puis, j'en ai fait un. Je me suis dit, tiens, autant en faire d'autres. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis 1, puis 2, puis 3, puis 10. Et j'ai fait un peu tout ce que je pouvais faire, je crois. Comment ça fonctionne le concours d'éloquence d'HEC? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel a été le processus, tu vois, jusqu'à la finale et ta victoire? C'est assez classique pour un concours d'éloquence, c'est-à-dire que tu as un premier tour où il y a beaucoup de gens, donc des sélections, où tu as un sujet qu'on te donne quelques jours à l'avance, une semaine à l'avance. Tu écris dessus, puis face à un public ou un jury, tu vas déclamer ton texte. Et puis si tu es parmi les meilleurs, on te sélectionne pour l'étape suivante, puis l'étape suivante, puis les demi-finales, puis une finale. Et tu te retrouves 6 ou 8 ou 6, je crois, en finale, face à tout HEC, enfin un grand amphithéâtre de 400-500 personnes. Un peu de stress la première fois, mais c'est aussi de l'adrénaline dans les veines directement. Et puis tu déclames ton texte. Tu as un jury un peu malicieux et fourbe qui ensuite te pose des questions pour voir au-delà de ton écriture si dans la répartie tu sais aussi être un peu pertinent. Et puis à la fin, le jury tranche. Et j'ai eu la chance, c'était moi qui a remporté ce concours. Et est-ce qu'il y a des critères précis d'ailleurs ou que c'est assez subjectif Alors ça dépend vraiment des concours. Ouais. En effet, tu vois, il y a des choses qui sont un peu incontournables. Est-ce que je sais regarder les gens quand je leur parle? Est-ce que je sais moduler ma voix? Est-ce que je sais articuler correctement? Est-ce que ce que j'écris fait sens? Est-ce que c'est logique, intelligent, pertinent, drôle, amusant? Donc tout ça, c'est des critères un peu insurpassables. En revanche, il y a une part d'inexplicable aussi. Parfois juste tu vis une émotion, tu vis un moment qui est très beau, tu saurais pas trop dire pourquoi. Parfois quelqu'un n'a pas la meilleure articulation du monde, a un vocabulaire un peu pauvre, mais livre quelque chose qui est tellement beau, qui est tellement puissant que tu dis tiens, lui ou elle, il faut qu'il gagne. Donc je sais pas trop pour quelle raison j'ai gagné. Est-ce que c'était les contraintes plutôt formelles ou est-ce que c'était parce que j'ai touché les gens? Je saurais pas le dire. En tout cas, j'ai été choisi, mais ça dépend vraiment des concours. Tu as des concours pour le coup où tu as des grilles d'évaluation très formelles. À la fin, tu as une note et c'est celui ou celle qui a la meilleure note qui gagne. Et tu en as où juste le jury délibère sur la base de quel sentiment, quelle émotion j'ai ressenti au moment où la personne a parlé. Le concours d'HEC et d'autres d'ailleurs sont retranscrits sur YouTube. Donc ça t'offre potentiellement une exposition assez importante. Toi, il y a eu des retombées concrètes à ce concours-là après, au-delà du fait que tu as pris goût à l'éloquence? Ouais, déjà, ça fait beaucoup de vues, quelques centaines de milliers, je crois, de mémoire. Ouais. Donc déjà des gens qui sont venus m'écrire pour la première fois de ma vie pour me dire tiens, j'aime bien ce que tu fais, ton texte c'était cool, merci. Donc ça touche un peu, peut-être que ça flatte l'ego, je sais pas, mais en tout cas c'est agréable de savoir qu'on peut toucher les gens. Et puis j'ai une amie qui s'appelle Clara qui un jour m'a dit tiens Pierre, ta vidéo sur YouTube là qui a bien marché, elle m'a dit mot pour mot c'est typiquement le genre de merde qui marcherait très bien sur TikTok. Et ça a très bien marché sur TikTok, donc c'était peut-être vraiment de la merde, désolé d'être vulgaire. Et donc j'ai commencé un peu par là,
Puis j'ai fait d'autres concours et là aussi je me dis tiens je vais les poster. Et en fait ça a construit peu à peu sur plusieurs mois en fait une image c'est le mec qui fait des concours d'éloquence. Et puis après je me suis amusé à faire d'autres choses, peut-être qu'on aura l'occasion d'en Ouais, on va parler. en reparler ensuite. Donc tu fais HEC et ensuite tu participes et tu gagnes la grande finale de l'éloquence en 2023, je crois, qui est un peu l'équivalent de la Ligue des Champions de l'éloquence. Ouais. En tout cas, peut-être le concours le plus prestigieux en France d'éloquence. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça s'est déroulé et comment tu as vécu aussi du coup cette victoire-là? En fait d'abord je le perds ce concours, c'est-à-dire que je le fais une première fois en 2022, donc l'année après le concours d'HEC. Même format, alors juste avec beaucoup plus de monde, c'est un concours qui est ouvert à tous les étudiants de France. Et donc il y a 350, 400 candidats je crois sur la ligne de départ, avec 5 minutes pour convaincre un jury de 2 personnes pendant les sélections. Et puis on passe pour le coup directement de 400 candidats à 8 finalistes. Donc il y a une sélection très très sévère à l'entrée. Et donc en 2022, je passe cette sélection-là, j'arrive en finale et je perds la finale. Ce qui était plutôt une bonne nouvelle, paradoxalement, parce que c'est un concours où quand tu le gagnes, tu ne peux pas le refaire. Et donc j'ai eu la chance de le refaire l'année suivante parce que je n'avais pas gagné. Et pour le coup, l'année suivante, je repasse la sélection, j'arrive à nouveau dans les 8. Et puis cette fois-ci, j'étais venu pour gagner, donc ça s'est bien passé. Tu es reparti avec la victoire. Tu te Exactement. rappelles du sujet? En 2022, c'était un sujet sur les parents, c'était tous les parents ne se valent pas. Et en 2023, l'année où j'ai gagné, c'était gouverner, ce n'est pas faire croire. Et c'est drôle, juste en disant les sujets, tu vois en fait ce qui est intéressant dans le monde des concours d'éloquence, c'est que tu touches à des sujets tellement différents. D'un texte à l'autre, d'une compétition à l'autre, d'un concours à un autre. Tu vas devoir parler de sujets familiaux, politiques, de l'art, de la philosophie, du rapport à l'humanité. Enfin, tu peux parler de tout, tu dois parler de tout. Ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle parfois on se dit tiens, les gens dans les concours d'éloquence juste parlent dans le vide, dans le vent, parce qu'ils parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas. On peut le voir sous un autre prisme, qui est de se dire ça suppose d'avoir au moins un peu de connaissances ou de réflexion sur plein de sujets différents. Et donc c'est super stimulant en tout cas intellectuellement. Ce qui m'amène au sujet de l'inspiration. Est-ce qu'il y a déjà eu un sujet où vraiment tu as dû te creuser assez profondément dans ton cerveau pour trouver quelque chose à raconter sur un sujet? J'ai la chance que non, parce que j'ai fait des concours où j'ai toujours trouvé que les sujets étaient plutôt bien conçus, bien inventés, bien pensés. Je connais des concours où parfois il y a des sujets auxquels j'aurais été incapable de répondre. Moi j'ai des amis qui ont fait des concours où le sujet c'était faut-il mettre le lait avant ou après les céréales, tu vois. Là ça ne suppose pas, je pense, une réflexion très philosophique, très profonde. Ouais. Et c'est plutôt là où je vais être moi plus incapable de trouver des choses intéressantes. J'aime bien les sujets assez ouverts, assez philo, où tu peux vraiment t'amuser et tenter des choses, Ouais. versus des sujets très fermés. Ouais. Pour le coup, je trouve que c'était un peu limité. T'as un framework d'écriture, toi, t'as une base sur laquelle que tu suis, une structure que tu suis pour chaque discours qui te permet peut-être de cadrer aussi le sujet au départ et te dire, OK, je vais attaquer de cet angle-là, ensuite je sais que j'ai un passage comme ça que je vais aller chercher plus calme et ensuite je vais repartir sur de l'humour ou autre, ou est-ce que juste tu suis un peu ton inspiration? C'est un mélange des deux. Quand on me donne un sujet, le premier truc que je fais, c'est que je regarde dans mes notes. En fait, je note tout le temps des choses au quotidien. Donc, je suis ce mec insupportable qui a un déjeuner, va prendre 10 minutes ou 5 minutes pour noter un truc sur son téléphone. Et en fait, quand j'ai un sujet, j'ai plein de notes où souvent il y a des textes, des fragments qui vont répondre à une question, qui vont faire écho à un des mots du sujet. Donc, d'abord, je regarde ça. Je regarde aussi ce que m'inspire le sujet, ce qui va éveiller comme émotion, comme idée, un peu intuitivement, qu'est-ce qui vient au contact de ce sujet. Et puis voilà, je structure tout ça et je vois comment ces fragments peuvent se mélanger les uns aux autres, se répondre les uns aux autres. Et puis après, quand je vais vraiment structurer le discours profondément, au-delà juste de la forme et des quelques idées qui sont nées, il y a 3 choses. En général, je veux commencer par un moment plutôt d'humour, plutôt léger en tout cas. Je trouve ça dur de rentrer directement dans quelque chose de super violent, super intime. Il faut un peu prendre les gens par la main aussi, les amener à soi. Et l'humour, souvent, est une excellente manière de faire ça, d'ouvrir des portes, de créer du lien avec quelqu'un. Après l'humour, il y a quand même un temps où il faut répondre au sujet. Et donc, c'est souvent un moment au milieu du discours plus argumentatif, peut-être plus philo, où vraiment je suis purement dans la réponse au sujet. Et puis, j'aime bien avoir un 3e temps où je viens illustrer cette réponse-là avec un exemple tiré de ma vie personnelle, où soit je parle de moi, mais pas moi pour moi, mais d'un sujet plus intime, qui vient incarner un peu la réflexion plus philo qu'il y a eu. Et donc ça fait un peu 3 temps en général dans un discours. C'est pas rigoureusement ça tout le temps parce qu'il faut quand même réussir à s'adapter aussi à son sujet, à son public. Parfois ça marche pas et donc tu changes un peu. Mais souvent la trame est un peu similaire et suit ces 3 axes-là. Quand on parle de prise de parole, il y a aussi souvent la notion de stress qui est accolée à ce sujet-là. Toi, comment tu gères ça? Est-ce que tu as des techniques? Est-ce que tu es sujet au stress de manière générale? Et si oui, du coup, comment tu fais pour
pour passer au-dessus, notamment quand tu t'adresses à des grands amphithéâtres de, je sais pas, 1000, 1200 personnes? Déjà, j'ai la chance de ne pas être très stressé au quotidien, mais c'est une chance. Et deuxièmement, quand j'ai du stress, chez moi, il est plutôt positif. C'est-à-dire qu'il va vraiment dégager de l'adrénaline à fond. Et donc, j'ai un niveau de concentration qui est 1000 fois supérieur au moment où je ne suis pas stressé. Et ça, pour le coup, je le vois vraiment. Des situations de prise de parole qui ne sont pas très importantes pour moi parce qu'il n'y a pas un enjeu fondamental, je vais souvent être bien moins bon que des situations vraiment de stress où il y a des caméras, un public, parce que je me dis, tiens, le moment est important, et donc je m'y mets un peu plus. Je suis plus concentré, je suis vraiment dans le moment, dans l'instant. Et c'est ça l'éloquence, c'est arriver à être dans le présent, dans l'échange qui se joue. Donc, heureusement pour moi, c'est un peu injuste, mais dans ces concours d'éloquence-là, je suis content d'être stressé. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de stress, hein, mais justement, quand il est là, il faut savoir apprendre un peu à vivre avec. Et ma nature, j'ai de la chance, et plutôt de me le permettre facilement. Après, c'est pas très sexy de dire ça, mais le meilleur moyen de ne pas stresser, c'est de bosser en fait. Quand tu maîtrises ton sujet, quand tu as bien écrit ton texte, que tu sais qu'il est bon, quand tu l'as travaillé, quand tu l'as mémorisé, c'est pas si compliqué que ça de pas stresser parce que tu sais que tu as juste à faire ce que tu as appris à faire et tu le fais et ça marche. Et donc le travail, c'est souvent le meilleur remède au stress. Après, il y a l'habitude, la pratique en fait. Enfin, quand tu fais beaucoup de concours, que tu parles souvent, au bout d'un moment, c'est plus si angoissant que ça. Et avec ce que j'ai dit avant, le risque, c'est que comme c'est plus si angoissant, c'est peut-être plus aussi bon que dans les premières fois où il y avait un peu la naïveté de la découverte du concours où donc tu y mets un peu plus de toi aussi. Et sur la préparation, ça ressemble à quoi? Parce que du coup, quand tu fais ton discours, tu l'as devant toi. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais le faire sans avoir tes notes ou ce serait impossible? Tu peux, il y en a qui le font. Ok. Mais ceux qui le font, souvent le font avec un simple objectif de mémorisation. Ils font du par cœur. Ouais. Et en fait, le rythme de la récitation n'est pas le rythme naturel de la parole. Et c'est là où la feuille aide pour le coup, parce que quand tu es ni dans la lecture, tu n'es pas juste machinalement en train de lire ta feuille, ni dans la récitation, pour le coup, tu retrouves un rythme qui correspond à un rythme naturel de parole, alors même que le texte est écrit. C'est pour ça que la feuille est plutôt, je trouve, une bonne chose. T'en as en revanche qui le font, et là c'est différent, en n'écrivant pas leur texte mot à mot, et en se disant, tiens, j'ai une trame, j'ai une structure, j'ai quelques punchlines, et je vais autoriser ma parole à jaillir dans l'instant. Et ça, par exemple, les avocats le font très bien. C'est très rare que les plaidoiries d'avocats soient écrites mot à mot. Souvent, c'est une trame, c'est des arguments, des éléments, et puis on laisse la parole venir dans l'instant. Et ça dépend beaucoup du style de chacun. Je sais que mon style à moi est plutôt un style très écrit, très lyrique, qui joue beaucoup dans le rythme, dans la rime, et donc j'ai besoin que le texte soit écrit, parce que sinon cet effet-là, il se dissout complètement dans un moment où la parole jaillit d'elle-même. Il y en a qui sont simplement d'excellents improvisateurs, qui n'aiment pas écrire, mais qui ont une science de l'instant qui est géniale, et souvent eux sont meilleurs dans cet exercice sans leur feuille. Ouais. Et sur ta feuille, qu'est-ce qui a marqué au-delà du discours? Est-ce que tu marques les intonations? Est-ce que tu marques les pauses, etc. ou pas du tout? Certains le font, pas moi. Ok. Ça, je vais le travailler en amont, donc chez moi, au moment où je révise, je vais tenter des choses, je vais m'enregistrer, voir ce que ça rend, est-ce qu'on s'ennuie au milieu du discours, est-ce qu'il faut changer, varier le rythme, etc. Sur ma feuille, j'écris pas parce qu'il y a le risque de surcharge, sinon tu as quand même beaucoup d'informations à digérer un peu dans l'instant, mais d'aucuns le font, et pour le coup, chacun fait ce qui lui correspond. Il y en a qui vont écrire leur texte en minuscule à la main, d'autres qui vont l'imprimer en police 40. Tout le monde a sa pratique, tant qu'elle te correspond, c'est ce qui compte. Tu parlais de la puissance des mots. Ouais. Quelles ont été peut-être les retombées les plus impressionnantes que tu as eues après un discours? Tu parlais de sujet de parentalité, je crois qu'il y a eu des retombées sur ces sujets-là. Je crois qu'il y a eu une histoire de tatouage aussi. Est-ce que tu peux parler un peu de tout ça? T'es bien informé. Ouais, non, il y a des gens, notamment le discours sur les parents, qui, je sais pas pourquoi, s'est retrouvé sur tous les groupes Facebook, les mamans du plus inséré nom d'un arrondissement parisien. Donc les mamans du 12e, les mamans du 14e, du 16e, je sais pas pourquoi. Donc j'étais sur tous les groupes Facebook. Et donc beaucoup de gens l'ont vu, beaucoup de parents. Et j'ai plein de parents qui m'ont dit, tiens, j'avais une relation complexe avec mon fils ou ma fille, et ça m'a donné envie de renouer cette relation-là. Ou à l'inverse, des enfants qui m'ont dit, tiens, moi j'ai été adopté, et ça m'a donné envie de retrouver mes parents. Enfin, plein de choses comme ça assez incroyables, où tu dis, c'est fou. Toi, tu te dis, je fais le mariole un peu sur une scène. C'est pas le mariole, tu crois à ce que tu dis, mais tu t'amuses sur une scène de théâtre, et tu dis, tiens, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, t'as quelqu'un à l'autre bout de la France qui a renoué une relation avec ses parents parce que tes mots ont éveillé quelque chose en lui ou en elle. Ça, c'est très beau. Donc c'est ce que je garde le plus. Il y a le fait que plein de gens me disent, beaucoup des jeunes notamment, en t'écoutant, j'ai eu envie d'écrire. Et c'est pour le coup une des grandes fiertés que j'ai, c'est que je me dis, même si c'est très modeste, à une échelle minuscule,
si j'arrive à redonner à des jeunes l'idée que la littérature, c'est pas que les cours de français un peu horribles qu'on a parfois au collège ou au lycée, mais que ça peut être cool, sexy, sympa, c'est une grande fierté. Et puis il y a la fameuse histoire du tatouage. Un jour, quelques mois après un concours, on me tag dans une story Instagram. Et dans la story, il y avait un tatouage qui était fait sur la peau d'une jeune fille et c'était une phrase d'un de mes discours. Donc c'est marrant, je suis à jamais gravé sur la peau de quelqu'un à l'époque je ne connaissais pas, qui est devenu plutôt une amie maintenant. Mais c'est drôle, je me suis dit, il y a une forme de pression. Ouais. C'est que quelqu'un a tes mots à jamais sur la peau, donc si tu fais n'importe quoi dans ta vie après, elle le regrettera toute sa vie, Ouais. elle. T'as une sorte de mission maintenant. Exactement, maintenant je fais tout bien. Et alors, du coup, tu l'as rencontrée Ouais, je l'ai rencontrée. Ok. Très longtemps après, 2 ans plus tard, un peu par hasard. Ok. Et maintenant, elle vient souvent me voir en des concours d'éloquence. Moi, j'ai pas réussi à lui faire un second tatouage. C'est mon objectif dans ma vie maintenant. Ok. Tu parlais tout à l'heure de la création de contenu et du fait que potentiellement tu peux prendre des extraits de tes discours et les illustrer par-dessus de la musique en mettant des sous-titres, etc. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui était déjà fait avant toi? Parce que j'ai l'impression que maintenant, ça s'est pas mal démocratisé, mais est-ce que tu es un des pionniers de ça? Alors, sur la poésie, non. Il y a des gens déjà qui faisaient de la poésie sur Instagram, TikTok, qui le faisaient très bien. Sur l'éloquence, je pense que j'ai été un des premiers. Et c'est là aussi où j'ai eu de la chance, parce que le timing était très bon pour moi. Donc en fait, il y avait beaucoup de consommation de contenu type éloquence sur YouTube à l'époque. Enfin, à l'époque, il y a 5-6 ans. Mais personne n'avait vraiment opéré cette migration de contenu vers le format court, vertical. Et grâce au conseil de la fameuse Clara que j'évoquais tout à l'heure, je l'ai fait. Et donc, comme c'était nouveau, ça a marché aussi, je pense, parce que les gens ne connaissaient pas ça. C'était un public différent aussi, donc plus jeune, qui sûrement n'avait jamais été exposé à ces vidéos de concours d'éloquence sur YouTube et qui du coup s'est dit tiens, c'est nouveau, j'aime bien. Et c'est sûrement ça qui a fait que ça a très bien marché très vite, parce que c'était nouveau. Maintenant, d'autres le font très bien, certains même beaucoup mieux que moi. Et puis moi, j'ai un peu investi aussi le champ de la poésie ensuite, où pour le coup, là, je reprends des codes qui sont pas du tout les miens et qui étaient là depuis bien avant. Comment justement tu réfléchis à la création de contenu, toi, sur tes comptes, maintenant que tu as créé une audience autour de ce que tu fais? Est-ce que tu t'imposes un certain rythme? Est-ce que est-ce que tu prévois en avance le contenu que tu vas publier? J'aimerais bien. Il se trouve que maintenant, ce que j'écris, c'est vraiment de la poésie et ça vient vraiment à l'inspiration. Et donc parfois, pendant 2 semaines, j'ai 3 textes qui me viennent, 3 idées vachement intéressantes que je sais comment je vais pouvoir illustrer, etc. Et puis parfois, pendant 2 mois, il n'y a rien qui vient. Et c'est là où je vais recycler des vieilles vidéos de concours d'éloquence que j'ai jamais postées parce qu'il faut abreuver un peu en contenu parfois. J'ai fait un peu le deuil de la régularité. Si j'ai pas une vidéo tous les dimanches, c'est pas très grave. J'essaye parce que c'est pas un devoir que tu as envers ta communauté, mais tu as des gens qui te suivent, tu as envie de leur donner une raison de continuer à le faire. Mais maintenant, je me dis c'est pas si grave si je le fais pas. Et je préfère avoir des vidéos de bonne qualité dont je suis vraiment fier que de vouloir me dire tiens, j'en fais une tous les dimanches, mais elles sont pas géniales. Ouais. C'est plutôt ça mon objectif. Je suis curieux qu'on parle un petit peu aussi d'entrepreneuriat, c'est un truc qui te définit pas mal en creusant un petit peu ton histoire. J'ai vu que tu avais monté pas mal de projets. Alors, le prix Cyrano, dont on va parler, mais avant ça, tu avais monté une agence qui s'appelait 40, je crois, qui est assez éloignée du monde de l'éloquence, mais plutôt du monde du retail. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Non, c'est marrant. Et même maintenant, tu vois, l'activité que j'ai aujourd'hui, elle est quasi entrepreneuriale. Enfin, moi, je trouve que de fait, elle est entrepreneuriale. Ouais. Tu vois. Ce qui est drôle, parce que j'ai pas un profil à ça, je pense. Je suis plutôt quelqu'un qui aime pas trop le risque. Tu me diras, les concours d'éloquence, tu prends des risques et l'entrepreneuriat aussi, mais moi-même, ça me surprend parce que c'est pas ma nature profonde, je pense. Mais je crois que ce qui compense ça, c'est le fait que j'aime beaucoup les projets. J'aime pas m'ennuyer, j'aime pas rien faire, ou j'aime pas faire qu'une chose à la fois. Et donc, en effet, j'ai monté une boîte dans le retail il y a 2 ans maintenant. À l'époque, j'étais en stage dans une très belle startup qui s'appelle Alan, qui est une startup du monde de la tech, dans la santé. Et dans ma vie perso, ça allait pas très bien. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais démissionner de mon stage au bout d'1 mois et demi, 2 mois, ou 3 mois peut-être. Je vais avoir un projet différent où je peux avoir plus de temps pour moi aussi et en même temps faire quelque chose qui sert également à un projet. Et il se trouvait qu'à l'époque, mon meilleur ami Romain voulait aussi monter un projet. Lui, c'est un fan du monde de la mode et du luxe. Il m'a dit, tiens, j'ai un projet sur ça. Lui, il s'était spécialisé pendant 1 an dans la question de l'ouverture des boutiques chez pas mal de clients. Donc il m'a dit tiens, montons un projet ensemble. Et on a créé une boîte qui s'appelait 40. Et donc on a aidé pas mal d'acteurs du monde retail, notamment de très jolies marques de mode, de luxe, à ouvrir des boutiques en France, en Corée, aux États-Unis, au Brésil. Et c'était incroyable. J'ai eu mes stagiaires pendant 3-4 mois. C'était drôle, ils avaient mon âge, tu vois. Quelle légitimité j'ai
pour être un patron, etc. Bah, c'était vraiment intéressant. Il se trouve qu'au bout d'un an, nos chemins ont un peu divergé parce que moi, j'ai eu mon activité prise de parole éloquence qui a commencé. Romain, mon associé, est quasiment parti chez un client travailler chez eux. Donc tout le monde a eu un chemin qui lui convenait et ces chemins-là étaient plus parallèles que perpendiculaires et donc on a dû un peu arrêter de travailler ensemble. Mais c'était une super expérience et en fait tu te dis toutes les qualités que tu développes là dans des concours d'éloquence, en parlant, etc. C'est vraiment utile au quotidien aussi. Tu te retrouves dans une négociation face à un type qui a 45 ans qui te regarde en se disant mais c'est qui ce mec de 20 ans en face de moi qui veut me vendre un projet. Bah, si tu arrives à avoir une bonne analyse de la personne en face de toi, trouver les arguments qui vont faire mouche et être un peu convaincant, tu as 1000 fois plus de chances de réussir que si tu n'as jamais essayé de faire ça avant. Quand tu dis on les aidait à ouvrir des boutiques, si on décortique, du coup, c'était quoi? C'était des missions de conseil presque ou tu étudiais un petit peu le marché d'une géographie et tu disais, OK, bah, c'est dans ce quartier qu'il faudrait ouvrir, dans telle timeline, etc. Enfin, c'était quoi concrètement ce que C'est même plus concret que ça, dans le sens où c'était une boîte venait nous voir avec un lieu qu'elle avait identifié comme étant le lieu de sa future boutique, avec un projet qui va être, on va faire une boutique de telle taille avec telles guidelines en gros, et nous on venait exécuter. Donc on allait trouver les artisans pour faire la moquette, pour faire le visual merchandising, on allait comparer les devis, on allait vérifier que tout se passait bien pendant l'ensemble du projet. Donc non, c'était très opérationnel en fait. Ce qui est drôle, c'est que moi je n'y connaissais rien, donc j'avais plutôt la partie commerciale en amont et Romain, mon associé, plutôt la partie où il allait exécuter les projets. Et en ce sens, on se complétait, je crois, assez bien. Mais donc non, c'était très technique, très opérationnel. Et donc c'est bien, c'était au contact vraiment des choses. Enfin, maintenant, je sais comment se fait une boutique d'une marque de mode ou de luxe, vraiment de A à Z, entre le moment où tu choisis ton lieu et le jour où tu ouvres la boutique, clé en main, et elle est opérationnelle. Donc c'est génial, j'ai vraiment vu de A à Z comment ça se déroule. Donc là, il y a des boutiques que vous avez ouvertes. Ouais, il y en a plein à Paris, et parfois je me balade, okay. et c'est enfin plein, j'abuse, mais quelques-unes. Et parfois je me balade et je dis, tiens, c'est une boutique qu'on a ouverte, c'est génial. Ok. Tu disais qu'à ce moment-là, tu avais aussi tes activités d'éloquence. La manière dont tu as tourné ça en projet monétisable, ou en tout cas projet entrepreneurial, c'est un, du coup, de la création de contenu, et deux, de l'écriture pour des marques ou pour des dirigeants. C'est un truc que tu fais toujours, ça? Ouais, j'ai eu beaucoup de mal, et même aujourd'hui j'en ai encore beaucoup, à me dire que je monétise ça. J'essaye que ce que je produis en ligne relève quasiment d'une œuvre artistique, si tu veux. Et pour moi, l'ambition qui était derrière la création de contenu, c'était pas tant de monétiser directement, plutôt que de m'offrir des projets, en fait. Des bouquins, le prix Cyrano qu'on a créé, enfin, tout ce que je peux faire ensuite sera beaucoup plus simple parce qu'il y aura un public pour venir le voir, le supporter, le soutenir. Maintenant, j'ai eu l'occasion de le monétiser un peu, mais c'est pas du tout mon obsession pour le coup. Et oui, ça prend deux formes. C'est parfois quelques partenariats, Instagram, mais dont je veux qu'il soit créatif et utile. Moi, je me vois mal, tu vois, faire la promotion juste d'un produit, etc. Pourquoi moi, ça n'aurait pas de sens, tu vois. Mais j'ai fait des jolis partenariats, par exemple avec Chris récemment sur les lunettes. Chris qui a un projet très beau sur la jeunesse. Ils veulent vraiment être un partenaire de la jeunesse, avoir un message assez fort sur la jeunesse. Et donc, ils m'ont dit, tiens, écris un texte sur le sujet. Et donc là, c'est chouette parce que c'est un partenariat qui n'est pas juste faire une pub pour faire une pub. C'est vraiment mettre mes compétences au service d'un message, d'un projet où moi, je m'amuse parce que je peux écrire, faire du contenu. Et eux, ça sert leur logique publicitaire. Donc, ce genre-là de projet m'intéresse davantage. Et puis après, j'écris aussi pour des gens. Idem, là aussi, je suis un peu mal à l'aise parfois parce que quand tu écris des choses que tu juges belles, bah, tu n'as pas envie de les garder pour toi, enfin, de manière égoïste, de pouvoir les partager en ton nom. Mais il y a des choses que je pourrais jamais écrire. Tu vois, j'ai écrit des discours pour des mariages, par exemple. Bon, bah, je suis pas en état de me marier en ce moment, je crois, j'espère. Ou je le regrette d'ailleurs, je sais pas. Et donc, il y a des choses que de toute façon, j'aurais pas pu écrire moi, et donc autant les écrire pour d'autres gens. Donc, ouais, des patrons, pour des événements pro, corporate. Et de plus en plus là pour des artistes dans le monde du stand-up, dans le monde de la musique. Et ça, pour le coup, je m'amuse vraiment beaucoup, beaucoup. Parce que contrairement au discours corporate qui est très normé et tu respectes quand même des contraintes très précises, dans la musique, dans le stand-up, tu peux vraiment t'amuser, avoir une écriture très créative. Et ça, j'y prends beaucoup de plaisir. Ouais. Dans la musique, du coup, si on creuse, c'est quoi? C'est du slam? C'est des textes en tant qu'auteur? Non, ça va être de l'écriture de paroles, ouais, exactement. Ouais, okay. Y a plein d'artistes en fait qui n'écrivent pas seuls leurs paroles, ou qui veulent en tout cas du ping-pong face à eux pour réfléchir à des idées. Et donc ça m'arrive qu'on me consulte pour aider et je le fais avec plaisir. Trop bien.
Si on parle maintenant du prix Cyrano, qui est effectivement l'actualité 2024 pour toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la jeunesse de ce projet, d'où ça part, comment tu rencontres Elliot et comment vous lancez ce projet-là? Donc tout à l'heure, on parlait du concours national d'éloquence, qui est donc le plus grand concours, je pense, aujourd'hui en France d'éloquence, pour étudiants en tout cas. Et donc je l'ai gagné en 2023. Elliot l'a gagné, je crois, en 2021, il me semble. Et lui, il produit plein d'artistes sur une scène qui s'appelle la scène des orateurs disparus, qui est une scène assez drôle qui rassemble des poètes, des slammers, des rappeurs, des avocats, tous les artisans de la parole sur une même scène, et avec des profils très différents. Et donc souvent, il fait un peu son mercato dans les concours d'éloquence. Il regarde s'il n'y a pas des futures pépites ou autres. Et apparemment, je lui ai tapé dans l'œil, il faut croire. Et donc il m'a dit, tiens, travaillons ensemble. Donc je suis allé faire des scènes avec lui, une fois, deux fois. Ça se passait bien. Et puis on a fait un constat tous les deux un peu en même temps. Donc lui, il n'est plus étudiant non plus. Moi, j'allais arrêter à ce moment-là mes études. Et c'est, tiens, les concours d'éloquence, aujourd'hui en France, c'est exclusivement étudiant. Tu as quelques rares concours qui sont ouverts aux 18-30 ans, mais rarement au-delà et rarement en dessous aussi. Il y a peu de très jeunes qui peuvent participer. Premier constat. Deuxième constat, les épreuves qui existent dans les concours d'éloquence sont toujours les mêmes et testent une forme d'éloquence parmi plein. On teste l'éloquence du discours qu'on a écrit, on parlait de ça tout à l'heure. Donc j'ai 2 semaines, un sujet, 2 semaines, je travaille dessus, j'écris, et puis je viens le déclamer. Mais en fait, la vraie éloquence, c'est pas que celle-là. C'est plutôt une éloquence qu'on a là, d'improvisation, de répartie. C'est l'éloquence du débat, c'est le travail en équipe parfois aussi, quand on doit construire des choses ensemble. Et donc on voulait créer un concours qui ressemble un peu à ça. Et troisième chose, on voulait un concours vraiment au-delà de l'âge, mais ouvert à tous, que ce soit pas un événement réservé aux amphis, des grandes écoles, des facs de droit, mais que ce soit un moment de divertissement culturel et surtout populaire, où n'importe qui peut venir dans un théâtre assister en tant que public à ce genre de représentation. Et donc on l'a fait. Et donc on a eu un concours avec 300 et quelques candidats qui avaient de 13-14 à 65-70, je crois, 70 ans, avec 10 épreuves, comme je disais, de débats, parfois en musique, parfois en équipe, des choses assez originales, de l'improvisation aussi, et sur 3 mois. Et donc c'était une aventure vraiment incroyable, qui reprenait un peu les codes de ces aventures-là qu'on voyait beaucoup à la télé il y a 10 ans, Nouvelle Star par exemple sur la musique, qu'on voit aujourd'hui sur Netflix avec Nouvelle École sur le rap, et il n'y a jamais eu d'équivalent pour l'éloquence. Et donc on a un peu créé ce concours qui est plus qu'un concours, qui est un parcours vraiment, où pendant 3 mois tu vis avec des gens au quotidien quasiment, tu te découvres par ta parole, tu découvres l'autre, tu rencontres l'autre. Et c'était vraiment un bon moment parce que c'était la preuve de 2 choses, que l'éloquence, elle est d'abord, une quête de soi. Pendant 3 mois, on a eu les candidats avec nous quasiment tout le temps, toutes les semaines, et on les a vus grandir, en fait se découvrir. Par la parole, par le fait de poser des mots sur les choses, tu te découvres toi. Donc une quête de soi, et en plus une conquête de l'autre, parce que c'est un moment de rencontre en fait. Et la parole, c'est ça qui se joue, c'est la rencontre qui existe, qui émerge dans le dialogue, et ça on l'a vu, et c'était assez incroyable. Et tu parlais de la Nouvelle Star, de Nouvelle École, vous avez essayé de le proposer à des chaînes de télévision ou des plateformes qui pourraient héberger ce genre de contenu? C'est le but à terme. Ouais. Nous, on veut d'abord avoir de la preuve sociale, en fait, tu vois, et d'où l'enjeu du film. Ouais. Le film, c'est de montrer que quand on arrive à raconter ça, à le scénariser, à le produire, il y a un public pour venir consommer ce genre de contenu, ça porte des messages qui sont forts. Donc là, le film a pour ambition d'être la preuve qui, peut-être, on l'espère, nous permettra dans 6 mois, 1 an, 2 ans, de vendre ce projet-là. Enfin, pas de le vendre, mais de le faire produire plutôt. Le but n'est pas de s'en débarrasser, au contraire. Mais on se dit, avec des moyens de production de qualité, là, on a fait un film avec un budget de, je sais pas, 5 000 euros. Tu nous donnes 10 ou 20 fois ça, on fait un truc incroyable, je pense. Ouais. Vraiment. Tu parlais du fait que ça s'est allé sur le temps long. Est-ce qu'il y a une épreuve, un ou une candidate qui t'a marqué pendant cette première édition? Oui, il y en a 2. Une qui s'appelle Anissa, qui est une fille incroyable, qui a une histoire personnelle et familiale très belle, compliquée, mais donc très belle, et qui, dans le film, parle de ça, de son histoire familiale et de son hypersensibilité. Et ce qu'on a produit avec Cyrano, c'est un concours où on valorise beaucoup le don de soi à l'autre. Et donc les candidats qui ont été les meilleurs, c'était souvent des candidats qui arrivaient à accepter leur fragilité, leur vulnérabilité, pas à la cacher justement, mais à la montrer à l'autre et à montrer que c'était beau d'être vulnérable. Et Anissa l'a fait vraiment avec brio. Il y a une séquence du film qui, je pense, est la plus belle séquence du film, où j'ai vu 30 personnes pleurer dans le cinéma à côté de moi au moment où elle parle, Anissa. Et puis il y a un candidat qui s'appelle Augustin, qu'on voit aussi beaucoup dans le film, qui lui arrive, il est très jeune, il a 17 ou 18 ans, je crois, au début de l'aventure.
et tu vois un candidat pas encore complètement sûr de lui, mais c'est normal, il est jeune, tu vois. Assez drôle parce que dans une posture un peu bourgeoise, une éloquence très riche en vocabulaire, très soutenue, quasi désuète, et ça en fait un personnage très drôle. Et tu le vois pendant 3 mois évoluer, gagner en confiance, gagner aussi en autodérision, donc arriver à rire de lui-même et à faire rire les autres. Et tu sens que pendant 3 mois, il a grandi. Et c'est fou, on se dit, tiens, nous, on fait juste encore une fois, des concours d'éloquence, de la scène, et en fait, on bouleverse vraiment la vie de gens. Et ça, c'était génial aussi. Est-ce que tu peux nous raconter justement cette avant-première du film? Je crois qu'il y en a une deuxième qui va bientôt arriver. Comment ça se passe? Qui sont les gens qui viennent dans la salle? Comment ils ont entendu parler de ce film et comment ça a été reçu? Ouais, donc le film raconte donc l'histoire du concours sur 1h40, avec un format simple où tu as un mélange de 2 types d'images, 2 ou 3, mais donc des moments du concours, des sélections où il y a 300 personnes jusqu'à la finale, avec intercalés des plans en studio où les candidats viennent réagir, nous livrer un peu leurs sentiments sur les épreuves, sur ce qui s'est passé. Et donc on a 400 personnes qui viennent à l'avant-première le 1er décembre au cinéma Le Balzac à Paris. Moment incroyable, donc c'est évidemment beaucoup la famille des candidats, les amis des candidats, les candidats, et aussi plein de gens qui viennent de cet écosystème de la parole. Il y a beaucoup de formateurs, il y a plein d'influenceurs autour de la poésie, de l'éloquence. Et donc on a fédéré un peu tout ce petit monde aussi, qui s'est retrouvé pendant 1h40 à regarder nos candidats. Donc c'était vraiment un très beau moment. Et au départ, on s'était dit, il y a 2 possibilités. Soit ce film, il marche, et on arrive à faire ressentir aux gens ce que nous, on a ressenti face aux épreuves, face aux candidats. Soit ça ne marche pas, et c'était vraiment une option qu'on envisageait, de dire, en fait, on a vécu un très beau moment, mais ce film ne sait pas le retranscrire comme il faut. Et il se trouve que les retours qu'on a eus étaient plutôt de nature à confirmer la première hypothèse. Et donc là, on va faire d'ailleurs une tournée dans une dizaine de villes en France, essentiellement dans des facs, mais quelques cinémas aussi, et notamment une 2e date à Paris pour le coup au cinéma, encore une fois au Balzac. Et on espère qu'on aura encore des salles combles et surtout des gens comblés. C'est ça le plus important. Le podcast devrait sortir mi-fin décembre. Où est-ce qu'on peut suivre cette tournée et ces dates si les gens veulent aller voir ça? Si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez normalement avoir toutes les dates. Et sinon, le compte Instagram aussi des Orateurs Disparus, où pour le coup, on va donner toutes les dates partout en France et la date à Paris et tous les liens pour s'inscrire. On invite tout le monde à aller dessus. Tout le monde est bienvenu, bien sûr. Dans ta biographie sur LinkedIn, j'ai vu que tu disais qu'en 2025, tu allais sortir 2 livres. Un avec Elliot, donc ton associé sur le prix Cyrano, et un recueil de poésie que tu vas publier à titre personnel. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux ouvrages? Je peux un peu. Les grandes annonces suivront sur le contenu de ces livres, ce qu'ils racontent. Mais oui, il y a un livre sur la rhétorique, en fait, sur la prise de parole, qui est un peu le livre qui récapitule tous les apprentissages que j'ai eu pendant 3 ans du concours à HEC qu'on évoquait en 2021 à aujourd'hui, fin 2024. Et donc, c'est 90 règles, conseils, astuces pour briller à l'oral. Et c'est très exhaustif comme livre. On part vraiment du moment où tu as un sujet, tu le reçois, et tu dois réfléchir à ce que tu veux dire, au moment où tu fais un discours. Et puis on l'angle pas que sur les concours d'éloquence. C'est très niche un concours d'éloquence, c'est très étudiant comme on disait, mais sur vraiment toutes les prises de parole, que ce soit pour faire un podcast, un entretien d'embauche, un discours de mariage ou d'enterrement, un pot de départ, bref, toutes les situations oratoires, on explique comment idéalement exceller dedans. Et puis un recueil de poésie, ça aussi, les annonces plus précises viendront. Mais j'écris beaucoup de textes de poésie depuis maintenant 1 an sur Instagram. En fait, j'en écris beaucoup d'autres que je ne publie pas parce que le format s'y prête pas, parce que c'est pas des textes qui ont vocation à être publiés sous format vidéo. Mais donc j'ai beaucoup de choses et donc j'aurai un recueil qui raconte un peu tout ça avec une trame générale et j'espère que ce sera un beau livre. Moi, je me pose une question. Comment est-ce que tu trouves un éditeur typiquement pour ce genre de projet, tu vois, l'un ou l'autre? Est-ce que tu envoies un manuscrit de poésie, du coup, le littéraire te fait un retour et te dit s'il publie ou pas? Parce que c'est presque entrepreneurial aussi comme démarche. Bien sûr. Les deux existent. Ouais. La chance que j'ai, c'est que comme j'ai une communauté assez large sur Instagram, TikTok, en fait, pour un éditeur, c'est intéressant parce qu'il a une garantie quasiment de vente. Et donc moi, dans les 2 cas, c'est plutôt les éditeurs qui sont venus à moi. Et en plus, j'ai eu la chance, c'est qu'ils sont venus à moi avec un projet qui correspondait à des choses que j'avais en tête d'écrire. Parfois, on vient de voir avec un projet et t'as pas envie d'écrire ça. Donc j'ai eu de la chance. Maintenant, l'autre existe, et d'ailleurs la situation la plus fréquente, pour les romans par exemple, c'est j'écris un roman, je l'envoie à plein de maisons, il y en a beaucoup qui me disent non, et puis un jour il y en a une qui me dit oui.
Moi, c'est un objectif que je me donne aussi pour 2025, que d'écrire un roman, enfin de finir celui que j'ai commencé à écrire. Et je sais pas si j'aurai à nouveau la chance d'être repéré par un éditeur, donc ça se trouve, j'aurais besoin de passer par ce parcours-là, qui est pas évident, je pense. Subir le refus, parce que tu remets en question ton texte, j'imagine. Hein. Mais c'est le lot de beaucoup d'auteurs, de quasiment tous les auteurs. On me dit souvent de J.K. Rowling avant Harry Potter qu'elle a une quarantaine de refus, une trentaine de refus. Donc si je dois passer par là, je le ferai avec plaisir aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2025 ? Tu as déjà donné quelques directions, mais globalement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Alors sur le plan professionnel, ce qu'on a dit là, j'espère que les 2 livres marcheront, au-delà du succès commercial, qu'ils ont un effet, un impact sur la vie des gens, qu'on arrivera à, pourquoi pas, faire produire notre prix Cyrano 2025, parce qu'on renouvelle l'édition, évidemment, on renouvelle l'expérience avec Cyrano. J'espère que ça marchera aussi. Et puis sur le plan personnel, de m'épanouir, de continuer à m'épanouir. J'entame un peu des nouvelles aventures là, avec un autre travail à côté de mes activités de création de contenu. Donc voilà, d'arriver à gérer les deux en même temps, à m'épanouir dans les deux en même temps, et de continuer à avoir des projets. Et je pense qu'on peut me sauter de plus, c'est de trouver des projets que j'ai pas encore en tête. Le meilleur projet, c'est celui que j'ai pas encore imaginé. Et j'espère que c'est celui qui m'attend pour 2025. Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup.